Ce livre, Commerce et marché dans les premiers empires, dont nous parlons aujourd'hui, est à mon sens, sans exagération, un livre fondamental dont la lecture peut nous apprendre beaucoup de choses. Parce que dans sa portée, c'est un livre qui remet en question l'idéologie économique d'aujourd'hui, qui est l'idéologie du marché libre, mais plus encore, il remet en question la science économique, la manière dont on nous apprend aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui, si tous les étudiants en économie dans toutes les universités dans le monde entier apprennent l'économie d'une certaine manière, et on leur enseigne des concepts où on leur dit, voilà, ces concepts semblent être le comportement naturel de l'homme, alors que pour beaucoup d'autres, et ce livre le démontre, c'est totalement faux. Par exemple, on nous enseigne le concept de ce qu'on appelle l'homo economicus, l'homme économique. Que l'homme, que chacun d'entre nous aujourd'hui, son objectif, c'est de maximiser son intérêt économique. Alors qu'en fait, c'est faux. Parce qu'on démontre, d'autres démontrent qu'au-delà du niveau de subsistance, ce qui intéresse chacun de nous, c'est souvent beaucoup plus des biens immatériels. Par exemple, la fierté, l'amour propre, la famille, la justice, ce qu'on appelle en arabe al-karama. Ça a beaucoup plus d'importance que l'argent pour beaucoup. Et Polanyi lui-même va le dire, il va dire, ce qui intéresse l'homme à travers l'histoire, c'est la préservation de son statut social. Donc c'est exactement ça, c'est des liens sociaux. Donc finalement, la société, en sciences économiques, on nous apprend que le monde, la société est formée d'individus et que chaque individu agit pour maximiser son utilité, donc son profit, son intérêt, et que c'est le principe de base sur lequel toute l'économie fonctionne, sur lequel les marchés financiers fonctionnent, sont supposés fonctionner, alors qu'en fait, ce que dit Polanyi, c'est que la société n'est pas formée d'individus, mais des liens qui les lient. Donc c'est une remise en question fondamentale de l'économie. Une autre notion, par exemple, c'est celle du surplus, où vous avez beaucoup d'historiens dont des prix Nobel comme Douglas North, qui est cité dans le livre, qui est un prix Nobel d'économie, qui base son interprétation de l'histoire sur la maximisation du surplus. Alors qu'en fait, ce qu'on va comprendre, c'est que c'est quoi le surplus? Le surplus est calculé par rapport à un niveau de subsistance minimum, mais ce niveau de subsistance, selon la société, n'est pas le même. Le niveau de subsistance en Allemagne n'est pas le même que celui au Bangladesh, par exemple. Donc finalement, c'est un niveau qui est défini de manière arbitraire, que vous allez définir de manière arbitraire, il n'est pas défini dans l'absolu. Donc tout l'enseignement de la science économique est remis en question, toute l'idéologie du marché libre sur laquelle l'économie moderne, contemporaine, s'est fondée jusqu'à la crise de 2008-2009 en tout cas, tout ça est remis en question à travers ce livre. Et effectivement, si on veut s'intéresser à la crise de 2008-2009, la crise financière et ses conséquences, aujourd'hui il y a une remise en question mondiale du concept de marché libre. Eh bien, ce livre est fondamental à cet égard. D'où la notion de substantivisme chez Polanyi, qui est de dire qu'il y a deux manières d'aborder l'économie. Il y a l'économie comme on vous l'enseigne à l'université aujourd'hui, et puis il y a d'autres formes, il y a une autre manière de voir l'économie qui est l'économie des moyens. C'est-à-dire comment penser sa subsistance, comment penser la société, et il y a différentes manières de le faire. Donc on sort de l'idéologie pour entrer dans d'autres interprétations. Et il y a une chose fondamentale, c'est la différence entre marché et société de marché, ce que ce livre va vous dire. La société de marché, c'est une société qui est régie par une série de marchés de prix, donc par un ajustement automatique, c'est la fameuse idée des brebis et des chiens, donc c'est par un ajustement spontané. Et c'est toute la science économique moderne qui est basée sur ce concept vous savez, la main invisible du marché d'Adam Smith. Ouais. Donc c'est ce concept que laisser faire, laisser aller et les choses vont se faire d'elles-mêmes, c'est ça la société de marché. Alors qu'en fait, les premiers 5 ou 10 millénaires avant ça, il y a eu des marchés, il y a eu un commerce, mais il n'y a pas eu de société de marché. Les choses fonctionnaient différemment. Donc comment est-ce qu'on est arrivé à cette idéologie aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant. Alors, avant d'arriver à ça, un détour pour dire que les différents exemples de commerce dans le marché qui sont cités dans le livre, on en a au moins 3, la réciprocité, la redistribution, et puis le marché lui-même. Donc la réciprocité, c'est
c'est le fait qu'avant qu'on fasse l'hypothèse que l'homme n'avait qu'un seul but, c'est d'augmenter son intérêt, d'augmenter son utilité, c'est-à-dire de gagner de l'argent. On voit qu'avant, ce qui était la règle, ce n'était pas l'argent que vous possédez, c'était votre statut social. Donc c'est ce que disait Charles, c'est le fait qu'auparavant, la subsistance de chacun de nous, par exemple dans un système de réciprocité où vous faisiez partie d'une tribu ou d'une famille, et il y avait une autre tribu et une autre famille, et puis les échanges se faisaient sur un système codé dans lequel le profit n'avait rien à voir, votre subsistance était assurée, pas parce que vous faisiez de l'argent, mais parce que votre statut vous accordait le droit à la subsistance. Donc paradoxalement, on était pauvre, mais on n'avait pas la perception de l'être. On avait la perception de faire partie d'un système social qui assurait notre subsistance, donc on était peut-être plus heureux. Et le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un système de marché, et Polanyi le dit très bien dans La Grande Transformation, qui est son livre majeur, il dit qu'est-ce qui s'est passé dans la montée en puissance de la société du marché, la société de marché, c'est l'appropriation de tout par le marché, de la terre, de l'argent et du travail. C'était le fait que, par votre statut, par le fait que vous apparteniez à telle famille ou à telle nation ou à telle tribu, vous n'aviez plus droit à rien. En tant qu'individu, vous étiez condamné à la faim, sauf si vous vous insériez dans le système de marché, donc si vous vendiez votre travail. Donc vous devenez quelque part un esclave moderne, entre guillemets, parce qu'il faut faire attention à la définition d'esclave, mais finalement c'est une forme d'esclavage moderne, dans l'acception de Polanyi. Donc vous aviez la réciprocité, vous aviez la redistribution, c'était en Égypte antique, c'était un centre qui va, le centre de l'État qui va rassembler les récoltes, et qui va les redistribuer selon une certaine règle qui n'a rien à voir avec la maximisation du profit. Et puis vous avez le marché libre. Et la progression du livre, c'est d'arriver à dire, et nous allons en parler tout à l'heure, c'est d'arriver à dire que le marché libre est une création culturelle de l'Occident. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas le marché naturel, ce n'est pas l'économie naturelle, ce n'est pas le fonctionnement naturel de la société, c'est une création culturelle. Et le fait est que ces agencements économiques, la réciprocité à la redistribution, le marché, ils ne sont pas une création spontanée, ils ne sont rendus possibles que parce qu'il existe au préalable des institutions sociales et politiques qui les rendent possibles. Donc c'est la société qu'on remodèle pour permettre à ces systèmes, ces différentes variantes économiques d'exister, que ce soit la réciprocité à la redistribution ou le marché libre. Et donc la société de marché, le marché, l'économie libérale moderne, ce n'est pas un état naturel, c'est une création politique. Enfin, c'est la thèse du livre. Et le problème de la société de marché, justement, c'est que aujourd'hui, ce que dit le livre, la faim devient une menace permanente contre laquelle on ne peut lutter qu'en vendant son travail. Et les êtres humains sont impuissants face au pouvoir économique. Donc, pour terminer, quels sont les deux, je dirais, pour donner une piste de débat, quelles sont les deux, parmi d'autres, les deux visions concurrentes que ce livre nous donne à réfléchir? La première, on pourrait l'appeler une vision marxisante, mais avec beaucoup de réserves, parce que Polanyi lui-même était un disciple de Marx, mais Polanyi existe également par lui-même et par les thèses qu'il a avancées. Cette version serait de dire que le sens de l'histoire ne mène pas naturellement vers l'économie de marché. Nous ne sommes pas aujourd'hui, l'idée de la fin de l'histoire que Fukuyama avait avancée sur un autre thème, mais le sens de l'histoire ne mène pas naturellement vers l'économie de marché, elle n'est que le trait culturel des peuples occidentaux. Et il y a un exemple historique qui est cité dans le livre, c'est le fait qu'au Moyen-Âge, il y a eu une révolution urbaine, il y a eu une croissance des villes, et donc les bourgeoisies marchandes prennent le contrôle du ravitaillement des villes. Le ravitaillement des villes est assuré par les marchands qui amènent les produits des campagnes. Et donc ces marchands vont progressivement contrôler le pouvoir municipal, et puis une civilisation nouvelle apparaît et se développe. Donc c'est la montée en puissance politique de la bourgeoisie, dans la puissance d'argent. Puis après vous pouvez vous en inspirer pour dire, alors la Révolution française par exemple, c'est une création de la bourgeoisie. Mais le fait est que vous avez une montée en puissance politique de la bourgeoisie qui met l'État à son service, lequel met en place lui-même progressivement les lois qui vont forcer la marche vers la société de marché, et dans la grande transformation, il y a tout un passage sur ça. Donc finalement,
ce système qui se met en place a besoin d'une idéologie, et ça va être l'idéologie du marché. Et les économistes physiocrates du 18e et du début du 19e siècle vont être justement des gens qui vont être en conjonction avec ces puissances, cette bourgeoisie-là, et qui vont fournir les clés idéologiques à travers l'idéologie du marché libre. Alors, ça, c'est une vision. Et l'autre vision, c'est la vision pro-libérale, et qui présente ça au contraire, qui présente le marché libre aujourd'hui comme le sens de l'histoire. Donc, ça repose sur deux points. Le premier, c'est de dire qu'avec le développement économique et l'accroissement de la richesse, des éléments matériels qu'on peut observer à partir du Moyen-Âge, et plus encore avec la révolution industrielle, alors vous avez l'accroissement des éléments matériels au détriment des éléments non matériels de la richesse. Donc, un accroissement relatif des éléments matériels. Et ce qui se passe, c'est que la méthode politique de contrôle perd du terrain et s'efface devant la méthode économique. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez la pénurie et les systèmes mis en place, la redistribution ou la réciprocité, c'était la gestion de la pénurie par l'appropriation et puis la redistribution, ou bien par un échange codifié. Mais en fait, il n'y avait pas de la place tout simplement pour des marchés de prix parce que nous étions dans la pénurie. Mais il y avait toujours une caste de riches, et cette caste était par statut, donc par la force. Donc finalement, comme il n'y avait pas d'abondance, on était obligé de gérer les choses par la force. Et cette vision pro-libérale va dire donc qu'avec le développement économique, on peut passer à une gestion par l'économie, donc par les marchés de prix, d'autant que les sociétés, cette montée en puissance du marché n'est pas la forme première de l'échange, mais elle est sa forme la plus libre pour l'individu, c'est-à-dire qu'elle ne lui apporte aucune obligation sociale. Elle le libère des obligations sociales. Auparavant, l'individu devait faire partie d'une caste, d'une famille, d'une tribu, d'un État, donc il devait s'insérer avoir un statut social pour pouvoir accéder à la subsistance, alors que par le marché libre, par la société de marché, il est complètement libéré, mais il a l'obligation de travailler pour justement ne pas mourir de faim. Donc ce sont un peu deux visions contradictoires pour dire que le débat n'est absolument pas réglé, mais que c'est un livre absolument fondamental et dans sa portée, il remet en question peut-être plus que tout autre les fondements de l'idéologie.